Comment sauver nos vacances sans détruire le monde? C'est le grand angle de ce dimanche 20 juin. Facile de déplorer les excès et les dangers du tourisme de masse, mais comment devenir un touriste vertueux? Voici un guide pas touristique pour esquisser des solutions, réinventer le tourisme pour sauver nos vacances sans détruire le monde, aux éditions du Faubourg. Rémi Knafou, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui le signez, vous êtes géographe et ça fait un demi-siècle que votre travail tourne autour du tourisme. Premier constat dans cet essai, c'est qu'on est tous des touristes qui n'aiment pas les touristes. C'est le constat effectivement qu'on peut faire. C'est un constat qui d'ailleurs remonte au tout début du tourisme. Déjà, les premiers touristes n'aimaient pas que d'autres congénères soient au même endroit qu'eux. Et depuis, l'histoire du tourisme s'est poursuivie, effectivement. Et puis ce qui s'est poursuivi aussi, c'est la démographie. Donc et ce qui s'est poursuivi, effectivement, c'est une augmentation exponentielle, aussi bien du nombre des habitants de la Terre que de la partie de cette humanité qui voyage pour son plaisir. On est en pleine pandémie. Il y a un doux parfum de vacances qui flotte au-dessus de l'Europe. Est-ce que cet été va être un premier test? Ça va être un premier test, effectivement. On ne sait pas encore de quelle ampleur. Le monde n'est pas encore réouvert et beaucoup de pays sont encore fermés. Mais il s'ouvre progressivement et on voit qu'il y a un appel et qu'il y a une clientèle qui répond. Parce que c'est l'un des enseignements d'ailleurs de cette pandémie, c'est que nous avons été nombreux à être frustrés de ne pas pouvoir aller au-devant des autres, vers l'ailleurs, que ce soit l'ailleurs proche ou l'ailleurs lointain d'ailleurs. Voilà, là maintenant les perspectives sont un peu meilleures, même si on ne sait pas ce qu'il en sera sur le moyen terme. Vous ne croyez pas, vous, dans tous les cas, un recul durable du secteur touristique, mais vous en appelez à une quatrième révolution, on va y venir. Il faut refonder, dites-vous, le secteur pour éviter les travers de ces dernières années qu'on passe en revue avec Maëva de Froyenne. Les habitants de Venise n'avaient plus vu de navire aussi imposant depuis 17 mois. À l'arrêt depuis la pandémie, les croisières et leurs milliers de passagers font leur retour dans le lagon. Une aubaine pour certains, un fléau pour d'autres. La lagune de Venise, ce n'est pas la mer. Les navires de croisière ne sont pas compatibles, en particulier à cause de l'érosion. Venise, comme d'autres, sont victimes du tourisme de masse. Et la tendance n'est pas nouvelle. Elle date des années 60 précisément. La généralisation des congés payés et l'augmentation du pouvoir d'achat donnent des envies d'ailleurs aux classes populaires, toujours plus nombreuses à voyager. Avant la pandémie, l'Organisation mondiale du tourisme constatait en 2019 une augmentation de 6% du nombre de touristes, avec 1,4 milliard de voyageurs. Résultat, les sites sont surpeuplés et surpollués, à l'image de ces plages indonésiennes qui n'ont plus rien de paradisiaque. Ce problème de déchets dérange non seulement les touristes, mais aussi les locaux. Le président veut faire de Bali la meilleure destination touristique, mais cela va être compliqué avec des plages aussi sales. La nature pâtit de ce que l'on appelle désormais le surtourisme. Les écosystèmes sont mis en péril et les animaux, souvent chassés de leurs habitats ou réduits à l'état d'attraction touristique. Au même titre que les habitants de certaines villes qui fuient pour céder la place aux visiteurs. À Dubrovnik, en Croatie, les locaux se sentent étouffés par le tourisme. Imaginez 5 à 7 000 personnes qui débarquent d'un seul coup dans la cité. Même les pavés mincissent d'usure. J'ai peur que le tourisme ne détruise notre vieille ville. Outre les villes surpeuplées, les modes de transports aériens ou maritimes sont la cause d'importantes pollutions. Avec la pandémie, la question du voyage a été posée. Le tourisme a été mis à l'arrêt. Une pause qui a permis à la planète de respirer. Mais jusqu'à quand ? Rémi Knafou, le tourisme, c'est plus de 10% du PIB mondial, un emploi sur 10 à l'échelle de la planète. Est-ce que le secteur, à la reprise, va faire feu de tout bois, quitte à éventuellement oublier quelques exigences de durabilité en route ? Ça paraît probable, effectivement, parce que le secteur a été tellement ébranlé par un choc qui est sans précédent dans son histoire. Même pendant les guerres mondiales, il n'y a pas eu une pareille interruption des flux. Donc c'est un choc sans précédent. Et partout dans le monde où il y a du tourisme, il y a effectivement des entreprises qui sont exsangues, des emplois qui ont été perdus. Donc on peut craindre, à la fois on peut souhaiter et craindre en même temps, c'est ça tout le paradoxe dans lequel nous sommes, qu'il y ait un redémarrage quand nous sommes revenus à une situation normale, effectivement, comme si rien ne s'était passé. Alors qu'au contraire, quand on affronte une crise de cette ampleur,
c'est l'occasion de réfléchir à ne pas tout à fait repartir comme avant. Et c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous en appelez donc à une quatrième révolution touristique. La troisième, c'est ce surtourisme. La quatrième révolution touristique, on va voir avec vous comment on fait. On va prendre des exemples concrets que vous citez dans votre livre. Le Bhoutan, par exemple, impose des règles d'accès très strictes. Une seule compagnie aérienne, des voyages qui sont accompagnés, organisés. Est-ce que c'est une bonne solution ? C'est une solution totalement marginale. Elle peut pas être. Le problème que nous rencontrons, c'est de faire face à cet afflux, cette demande de tourisme partout dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Donc le Bhoutan, c'est quelques milliers de touristes, ça ne résout pas le problème. C'est pas plus parce que l'accès est compliqué. Et pas aussi. plus, non seulement l'accès est compliqué, mais surtout la barrière, elle est économique et sociale. C'est-à-dire que c'est très cher. Mais pour le coup, le Bhoutan se préserve d'un tourisme de masse. Il se préserve jusqu'à un certain point parce qu'on voit, et c'est ça tout le problème du tourisme, c'est que même quand il est ainsi contrôlé, il y a quand même des effets pervers. La population, la société est affectée par cette économie nouvelle. Il se développe d'autres formes, y compris de délinquance. Donc, dès qu'on met le doigt dans l'engrenage de la mondialisation, dont le tourisme est un des éléments, bien, il y a des processus qui sont enclenchés et qu'on ne contrôle pas facilement. S'il y a bien un pays qui a le doigt dans cet engrenage, c'est l'Espagne. Vous prenez également l'exemple de l'archipel espagnol des Baléares qui a adopté en 2017 une nouvelle loi sur le tourisme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les Baléares sont sur la voie de la décroissance touristique ? Est-ce que ça se passe bien ? En tout cas, ici est force, effectivement. C'est un constat qu'ils ont fait déjà depuis plusieurs années, donc ils n'ont pas attendu cette crise majeure pour y réfléchir, parce qu'ils ont remarqué que tout en augmentant leur capacité d'accueil, le revenu touristique avait tendance à baisser. C'est-à-dire des touristes avec moins d'argent ? Moins d'argent et davantage d'effets pervers. Donc, ce qu'ils souhaitent, et en même temps, ils sont dans une dépendance totale ou presque totale vis-à-vis du tourisme. C'est d'ailleurs l'un des problèmes. Lorsqu'un territoire réussit touristiquement, il devient dépendant. Et quand on est face à une crise telle que nous la vivons, eh bien c'est à ce moment-là, c'est très dur. Parce que dans le cas des Baléares, justement, il y a un parti d'extrême droite, il y a un petit syndicat hôtelier qui est opposé en fait à cette réforme qui est en cours. Absolument. Comment on fait pour sauver l'emploi ? Parce que c'est finalement... On le voit, c'est très important l'emploi touristique. C'est bien l'enjeu. Effectivement, l'emploi est très important et on voit bien qu'il y a une contradiction permanente entre essayer d'imaginer quelque chose de différent, de plus régulé, et la pression de ceux qui en vivent au jour le jour et qui veulent toujours plus. Dans le cas des Baléares, concrètement, ça ressemble à quoi alors ? Ça veut dire qu'il y a moins de lits touristiques ? Alors, le balconing, c'est pratique de sauter d'un balcon à l'autre, a été interdit. L'excès de boissons aussi. Enfin, est-ce que ça passe par là ? Alors, on essaye de juguler effectivement un certain nombre d'excès. Oui, ça passe par, comment dire, une régulation générale. Moins de lits touristiques. On essaye de détruire en particulier des lits touristiques qui ne sont pas très rentables, qui sont devenus obsolètes parce qu'il faut les moderniser. Et en même temps, tout en réduisant le nombre des lits touristiques, on ne veut pas non plus baisser le revenu. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de mieux les utiliser et de davantage étaler la fréquentation dans le temps, sur les différentes saisons. Ça veut dire aussi qu'il faudra plus d'argent pour être touriste ? Sur certaines destinations, oui. À l'heure actuelle, les destinations qui reçoivent ce tourisme de masse ont souvent l'envie de monter en gamme parce que le tourisme des gens plus riches est plus rémunérateur. Donc on part moins souvent, mais mieux. Voilà. C'est ça. Autre exemple, vous préconisez donc de plafonner la fréquentation touristique, de l'étaler dans le temps, de l'étaler dans le territoire. On va prendre l'exemple de la ville la plus touristique au monde. Comment on fait à Paris ? Alors, Paris, effectivement, est confronté, d'ailleurs, comme toutes les métropoles touristiques, à un problème qui est assez insidieux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'augmentation du nombre des touristes, c'est le fait qu'une part croissante de ces touristes vient s'insinuer dans le quotidien, voire dans l'habitat des Parisiens. Ce qui n'est pas la même chose. Quand le touriste réside dans un hôtel ou quand il réside dans un appartement loué type Airbnb, c'est pas du tout la même chose parce que là, le touriste est dans l'espace intime, en quelque sorte, de la société d'accueil et ce
ce qui est en cause, ce qu'on voit bien, c'est l'acceptabilité du tourisme par la société en question. Donc on voit bien que toutes les métropoles qui sont confrontées à ça, à certains excès à la fois de comportement, mais aussi tout simplement, même s'il y a un désir légitime de vivre comme un Parisien quand on est un étranger, ben, il y a des limites à ça et il faut savoir, je crois, poser des limites dans l'intérêt même du alors tourisme. C'est le touriste lui-même? Alors non, je crois que... C'est faisable, ça? Bon, alors on peut effectivement rêver un monde meilleur avec un touriste plus conscient, plus responsable. Je pense que c'est une vision de long terme, mais il faut la souhaiter. Mais avant d'en arriver là, enfin, même si ça peut se produire déjà maintenant, je crois qu'il faut aussi peser sur les régulations. Il y a toute une série d'éléments de régulation qui existent à la disposition des communes, des États, des régions. On a tout ce qu'il faut. Et des idées qu'on trouve également dans votre livre « Réinventer le tourisme pour sauver nos vacances sans détruire le monde ». Rémi Knafou, merci beaucoup. Merci à vous.